Bonjour. Très bien. Je m'appelle Alexander et je suis là pour parler de ma thèse, qui porte sur l'analyse des risques de mortalité et de morbidité à l'aide de données de la santé. Dans ce titre, on pourrait penser que la santé, c'est le terme le plus clair, le plus évident. Sauf que moi, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de conceptions de santé qui sont possibles, de beaucoup de façons de la quantifier. Et en fait, dans chaque chapitre de ma thèse, je m'intéresse à une notion différente de la santé. Allons-y. Le premier chapitre s'intéresse à l'indicateur de l'espérance de vie en bonne santé. Là, l'idée clé, c'est de recalculer cet indicateur que vous connaissez tous, mais à partir des données hospitalières de PMSI. Là, la difficulté clé, c'est de définir cette notion de bonne santé, mais à partir des données hospitalières. L'avantage d'utiliser des données hospitalières, en fait, c'est d'accéder à une très grosse base de données qui couvre l'ensemble de la population. Notre approche consiste à identifier 37 pathologies graves qu'on estime incompatibles avec cet état de bonne santé. Un indicateur qui en résulte s'appelle Disease-Free Life Expectancy. C'est le terme de la littérature. Résultat, on peut recalculer une espérance de vie en bonne santé avec ces données-là. Pour comparaison, j'ai mis l'indicateur existant. Donc, ce qu'il faut retenir de ce slide, c'est que ce nouveau indicateur, il est sur des mêmes ordres de grandeur, on retrouve les mêmes tendances, même s'il y a des écarts assez substantiels à 50 ans. Donc ça, ces écarts se font objet de travaux supplémentaires à faire. Mais le vrai avantage de pouvoir calculer ce genre d'indicateur à partir de données hospitalières, c'est de pouvoir analyser cet indicateur derrière. Notamment, ce qu'on illustre ici, c'est l'impact des facteurs de risque. Alors, ici, dans les facteurs de risque, on met la consommation de tabac, l'abus d'alcool ou l'obésité. Et ici, on voit que entre les courbes la plus haute et celle en dessus, donc 100 facteurs de risque et avec au moins un facteur de risque, on perd presque 10 ans d'espérance de vie en bonne santé. Et cette analyse-là n'est pas possible avec l'indicateur existant qui est basé sur des enquêtes. On va s'arrêter ici pour ce premier chapitre. Pour en savoir plus, il y a un blog sur Actu d'Actuaire et un article qu'on a publié sur le sujet. Le deuxième notion de la santé à laquelle on s'est intéressé, en fait, le contexte, c'est les sinistres corporels. Et la notion de santé sous-jacente, c'est les causes de préjudice. Alors, les causes de préjudice, c'est une sorte de grille d'évaluation d'impact d'un sinistre sur la personne. Et là, l'objectif de notre étude, c'était d'essayer de voir si on peut mettre en place un algorithme qui serait capable d'intégrer des données textuelles dans l'estimation des causes de préjudice. Là, notre démarche était le suivant, de prendre un corpus de 15 000 rapports médicaux et d'essayer de prédire la conclusion qui contient les causes des préjudices à partir du corps du texte, avec l'idée d'appliquer ce modèle derrière à d'autres documents qui sont disponibles en amont dans le process du sinistre. Voici les performances des modèles qu'on a obtenus. Et sur ce tableau, ce qu'il faut retenir, c'est que sur ces tâches qu'on avait pensé un peu évidentes, de prédire la conclusion à partir du corps du texte, les performances ne sont pas extrêmement hautes. On s'attendait à avoir presque 100% de R carré. Deuxième chose qu'on peut retenir, c'est que la méthode Lasso, qui est en troisième colonne, qui au fond c'est un modèle linéaire, donc un modèle pas très complexe, a obtenu des meilleurs résultats. Et ça, je ne compare même pas tous les modèles qu'on a essayés. On a essayé plein de modèles type réseau de neurones et autres. Et donc un modèle relativement simple surperforme les autres. Et donc c'est là où on était un peu déçus de nos résultats. Et donc là, je vais plutôt parler des pistes pour poursuivre cette étude que des résultats en tant que tels. Donc première chose, c'est qu'il faut plus de données, et notamment des données en amont dans le process, en amont de rapport médical, les données qu'on a utilisées pour cette étude. Deuxième chose sur les performances, il faudrait mettre en place un baseline humain pour se faire une idée si la performance qu'on a observée, c'est lié à des vraies difficultés, à une vraie aléa sur la détermination des conclusions, des causes des préjudices, ou simplement aux lacunes des modèles qu'on a étudiés. Et troisième chose, depuis que je menais ce travail en 2021 à peu près, il y a des grosses modèles qui sont apparus et ça serait intéressant si elles permettront de mieux intégrer, de mieux capter ces informations-là. Et le troisième et le dernier chapitre s'intéresse encore à une troisième notion de santé, qui est l'âge biologique. Alors, un âge biologique,
c'est tout simplement un âge qui reflète mieux votre état biologique de votre corps. On s'intéresse à cette chose-là pour deux raisons. Premièrement, c'est une quantité immédiatement interprétable. Donc moi, j'ai 27 ans. Si on me dit que j'ai un âge biologique de 30 ans, tout de suite, je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Et deuxième raison, c'est quand on avait un petit espoir que dans ce chiffre-là, dans lequel on peut intégrer plein d'informations sur la personne, on pourrait réintégrer ce chiffre-là dans d'autres outils existants de type table de mortalité. Et donc notre objectif pour ce travail, c'est d'introduire des âges biologiques dans la littérature actuarielle et de faire une première petite application. Pour commencer, je vais présenter un méthode de calcul d'âge biologique qui s'appelle PhenoAge. L'idée, au fond, est plutôt simple. On prend un modèle qui intègre toutes les informations dont on dispose sur la personne. Ici, un modèle de Compert, c'est un choix des auteurs qui ça arrange, au final, tout se simplifie. Donc c'est un modèle de Compert. Et on prend un horizon de suivi de 10 ans. À nouveau, l'horizon de suivi, c'est un choix un peu arbitraire des auteurs, ça n'a pas vraiment d'importance. Avec ce modèle, on estime une probabilité de survie à 10 ans. Ensuite, on fait passer à un deuxième modèle, qui est le modèle de référence. C'est un peu la norme de la population auquel on se réfère. Et la question qu'on pose à ce modèle, en quelque sorte, c'est pour quel âge est-ce que cette probabilité de décès, à 10 ans, est raisonnable? Ça marche plutôt bien parce que la probabilité de décès augmente de façon monotone avec l'âge, en tout cas dans la vie adulte. Et avec ça, on obtient donc un âge qu'on interprète comme un âge biologique. Dans l'article, on fait aussi une comparaison un peu systémique des différents âges biologiques dans différents contextes. Je vous épargne cette partie comparaison. Et on va passer tout de suite à une application. Et donc, on a pris juste l'approche la plus évidente. On a pris des âges biologiques qu'on a calculés avec plusieurs méthodes. On a mis dans une table de mortalité et on a comparé le nombre de décès observés au nombre de décès estimés. Voilà. Et on regarde l'erreur de prédiction. La référence, c'est l'âge chronologique, qui est ici en point rouge, la première ligne des trois tableaux. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment d'amélioration sensible. Et même certaines méthodes de calcul sont beaucoup plus mauvaises. Voilà. Ça, on avait un peu du mal pour comprendre pourquoi c'est comme ça. On a dû un peu réfléchir sur la façon dont on calcule un âge biologique, en tout cas en vue de cette utilisation. Et en effet, on a trouvé que si on ajuste légèrement la méthode de calcul de PhenoAge qu'on a vu tout à l'heure, et l'ajustement consiste dans cette deuxième distribution de référence qui nous donne la norme pour la population, si on réutilise la même table de mortalité sur laquelle on compte l'appliquer derrière, en fait, ça permet de récupérer la probabilité de décès estimée initialement par le modèle sous-jacent. Et là, ça marche mieux. Donc, comme vous pouvez le voir, on s'approche bien d'une prédiction un peu plus juste. Mais ça reste un peu insatisfaisant pour nous parce que, au fond, on compare deux moyennes. On compare deux moyennes, le nombre de décès observés et estimés. Ça ne nous dit rien sur le comportement au niveau individuel. Est-ce que les probabilités de décès qu'on estime pour chaque personne sont-elles plus précises avec cette approche qu'avec l'approche visuelle? Alors là, on a tourné vers la littérature sur la classification. On regarde deux indicateurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est important à retenir là, c'est que, en effet, on constate que cette approche permet un peu d'augmenter ses performances selon cet indicateur. Donc oui, on capte plus d'informations au niveau individuel et donc on obtient des meilleures estimations à nouveau au niveau individuel. Maintenant, la piste pour la suite de titre, c'est d'appliquer cette approche à une vraie portefeuille pour se faire une idée si cette amélioration un peu théorique correspond à une vraie amélioration de performance concrète. Ça, c'est pour la suite. Également, on a fait un blog là-dessus sur Actu d'Actuaire et l'article sur le sujet est soumis à un journal. Pour finir, j'aimerais prendre un tout petit peu de recul sur ce que c'est la santé et dire que je trouve que nous, en tant qu'actuaires, on travaille quasiment toujours avec la santé qui est déjà quantifiée, que ce soit des AVC, AVQ ou les postes de préjudice qu'on a vus tout à l'heure. Alors que dans ce travail, j'ai découvert une riche littérature sur le sujet de comment quantifier la santé, qu'est-ce que la santé,
Et je pense que c'est une réflexion qui pourrait être très intéressante aux actuaires, par exemple pour la conception des programmes de prévention. Et on envisage l'application pour les âges biologiques comme enfin, dans le cadre d'un programme de prévention, par exemple. J'espère que vous avez trouvé cette réflexion aussi intéressante que moi, et je vous remercie de votre attention. Merci encore. Ah, dites-moi. Mhm. En effet. Alors, effectivement, je vais passer très vite enfin, je ne vais pas aborder ce point dans cette présentation. Je fais un peu référence ici dans le titre, ajusté à la population générale. Et là, l'hypothèse consiste à dire que les personnes qu'on n'observe pas dans les données hospitalières, ils sont en bonne santé, qu'il n'y a pas une de ces 37 pathologies observées. C'est une hypothèse, elle n'est pas parfaite, certes, parce qu'il y a bien des lacunes de PMSI, mais elle reste raisonnable dans le sens où les pathologies qu'on observe sont vraiment très graves. Et donc les personnes avec ces pathologies ont toute la chance de passer à l'hôpital. Je pense que cette hypothèse est assez raisonnable au niveau général, enfin, sans rentrer dans les covariables. Là où elle est plus délicate, c'est lorsqu'on veut faire des analyses par exemple, les profils de risque type consommation de tabac, alcool. Là, il faudrait faire des hypothèses plus fortes, parce qu'il faudrait supposer non seulement que la population générale n'est pas passée à l'hôpital, mais en plus, il faudrait supposer les caractéristiques, enfin, le profil de risque qu'on ne connaît pas. Donc,